Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Quelqu'un à qui je résumais ce dossier, il y a quelques jours, a eu cette réflexion curieuse. Il m'a dit « Oh, dans le fond, si ces gens-là avaient eu la radio et la télévision, je suis sûr qu'il ne serait rien passé. Mais ils s'ennuyaient à cette époque-là. » Voilà donc un homme de la fin du XXe siècle qui pense que ces gens-là, ceux du début du siècle, ne se seraient pas entretués s'ils avaient eu de quoi se distraire. Drôle de façon d'envisager le crime. Un passe-temps, en quelque sorte. Cette réflexion m'a tout d'abord surpris. Et puis, je me suis rendu compte que l'histoire peut se résumer d'une manière telle que la conclusion de mon interlocuteur s'imposait. Après tout, en 1901, dans cette campagne-là, c'est vrai que les soirées d'hiver étaient longues. Et c'est probablement à cause de cela que tout a commencé et que tout a fini d'ailleurs. Mais c'est quand même difficile d'imaginer une chose pareille. Une voix, chuchotant dans une oreille, « Devine qui nous allons tuer ce soir. » Nous sommes donc à la campagne, la vraie campagne, celle des charrues, de la terre rebelle, du foin et de l'herbe drue. On y travaille de l'aube au coucher du soleil tout l'été, et l'hiver on fait le reste. Dans cette ferme-là, sur cette terre-là, on a la vie dure. La mère Martine a 40 ans, elle est belle, autoritaire et travailleuse. Le père fait tout ce qu'elle lui dit, et ne s'occupe pas du reste. Le fils aîné, Jean, restera pour travailler la terre. Le cadet, François, partira à la ville. François, le cadet, c'est l'intellectuel de la famille. Le service militaire a suffi pour le dégrossir et lui donner l'envie d'autre chose. Par exemple, il a pris en main l'épicerie d'une vieille tante à la ville, et il en a fait ce que l'on appellerait maintenant un petit supermarché. Il est donc commerçant, bien établi, donc il épouse une institutrice, il est heureux, donc on ne parlera plus beaucoup de lui dans cette affaire. Jean, l'aîné, lui, nous intéresse. C'est Jean le cutéreux. Jean, la bête de somme. Pour lui, les portes de la ferme sont toujours trop petites. Il a besoin d'hectares pour respirer, d'horizons pour regarder. Jean ne partira jamais d'ici. Jamais. Et ce jour d'automne 1901, Jean est en colère. Tout son grand corps est en colère. Une colère muette, une colère immobile, mais impressionnante quand même. Devant lui, la mère argumente. « On fera ce que j'ai dit. Ça fera de l'ouvrage pour l'hiver, et puis on verra du monde. » De quoi s'agit-il exactement? D'ouvrir une auberge. La ferme est grande, isolée sur le haut plateau, elle a l'avantage d'être sur le passage des routiers. La production de vin est importante et son écoulement difficile. En mélangeant tous ces éléments, la mère a trouvé la solution, une auberge. Toute la salle du bas, qui servait de séjour, sera donc une salle d'auberge, et le vin s'écoulera sur place, de lui-même. Le père n'aura qu'à monter les tonneaux de la cave. La mère servira les clients et Jean, eh bien Jean, il fera le reste. Tout est décidé. L'assistance publique a déjà envoyé une gamine pour donner la main. Une Marie de 17 ans, ronde de partout. Avec quelques claques, on lui apprendra la plonge et l'art de la serpillière. La mère donne les ordres. Que le père mette le vin en bouteille. Que le fils aille couper le bois pour les tables et les bancs. Que la Marie torchonne. Et que tout le monde se taise. Ainsi soit-il. À l'entrée de l'hiver, l'affaire tourne rond et Jean le cutéreux n'a plus qu'à ranger sa colère. D'où vient-elle cette colère au fait? Et pourquoi ce grand costaud de 20 ans ne serait-il pas content de trinquer avec le monde? Quelqu'un essaie de le savoir naïvement et en utilisant les moyens du bord. C'est la Marie. Chaque fois qu'elle peut laisser ses torchons,
Elle trouve un prétexte pour aller taquiner ce bougon de Jean dans l'arrière-salle. « Si tu m'aidais à décrocher le jambon ?» Grimpée sur un tabouret, les mains sur ses hanches rondes, la Marie se prétend trop petite pour attraper la charcuterie pendue à la poutre. Elle cherche le contact, elle provoque le frôlement. Son jupon se retrousse par inadvertance, sa blouse craque sous l'effort, et la voilà qui tombe par hasard dans les bras du costaud et qui s'y attarde. « Qu'est-ce que tu as, tu tiens pas debout ?» D'une bourrade, Jean a repoussé les 60 kilos de chair fraîche. Il regarde la donzelle avec étonnement, et lentement il comprend. Ses joues rouges, ses cheveux ébouriffés, cet œil en dessous. Mais il faudrait être stupide pour ne pas y voir la plus vieille invitation du monde. « Fous-moi le camp, ou je le dis à la mère. »« Vas-y toujours. Non mais, regardez-moi ce grand nigaud. Ta mère, elle a rien à dire. Elle fait bien pire que ça. » Il en pleurait de colère, le Jean. Car la petite garce a raison. Depuis que l'auberge est ouverte, tous les hommes tournent autour de la mère. Et Jean ne peut pas supporter ça. Chaque rire, chaque regard que la mère accorde est une souffrance. Chaque supposition entretient sa colère. Et la Marie va payer pour avoir deviné ça. Oh, pas très cher, mais elle va payer. Une bonne rouste, comme on dit. Juste de quoi la faire piailler un peu. Juste de quoi être ridicule quand elle ira raconter ça aux autres, à sa manière, bien sûr. Vous savez pas? Le Jean, il veut pas des filles. Parce qu'il en pince pour sa mère, si c'est pas honteux. C'est sûrement honteux. Sinon Jean ne serait pas si malheureux. Maintenant que le bruit court, et que les gens l'observent, ils pourront en témoigner. Si Jean ne voulait pas de l'auberge, c'est parce qu'il voulait garder sa mère pour lui tout seul. À présent, il faut bien partager. La Martine est plutôt accueillante, et puis son mari n'y trouve rien à redire. D'ailleurs, dans l'histoire, le cocu, finalement, ce n'est pas le père, c'est le fils. À présent que la situation est claire, le drame qui va suivre vous apparaîtra, comme à tout le monde, à l'époque normale et logique. D'ailleurs, vous aurez des preuves et la conscience tranquille pendant quelques années. Décembre 1901, 4 heures du matin, une vraie nuit d'épouvante. Le vent, la pluie, et un homme qui court comme une bête affolée sur le chemin détrempé. Il court 3 kilomètres, de l'auberge à la gendarmerie. Il frappe, il tambourine, il crie, il se bat contre la tourmente pour arriver à se faire entendre du brigadier. « Assassiné, la Martine! Et son mari, mort! Ils sont morts, assassinés !» On réveille le vieux médecin du village, on selle les chevaux et on refait le chemin dans la tempête. L'homme, un fermier voisin de l'auberge, raconte. « J'étais là-bas vers 1 heure du matin, quand je les ai vus, morts tous les deux. J'ai couru jusqu'ici. » « Et qu'est-ce que vous faisiez à l'auberge à 1 heure du matin? Martine, elle ferme à 10 heures? » « Oh, c'est tout simple. Depuis 3 mois environ, Louis Bellet, le fermier voisin, est l'amant de Martine. Dès que sa femme est couchée, il va la rejoindre, en douce. Jusqu'à présent, sa femme n'était pas au courant, mais maintenant... Bref, il est arrivé par les champs comme d'habitude, il est entré par la porte du cellier, il est monté jusqu'à la chambre au 1er étage, personne. Curieux, car il devait l'attendre. Alors doucement, il a entrouvert la chambre du mari pour voir si par hasard... Mais le mari complaisant était seul dans son lit. Mort. Horriblement mort. Un corps, une tête et plus de coups. Pris d'une frousse épouvantable, notre homme dégringole dans la salle commune et découvre la Martine morte, elle aussi, avec un marteau à côté d'elle et presque plus de tête. Alors il s'est mis à courir comme un fou, le Louis Bellet, jusqu'à la gendarmerie, à pied dans le noir, le vent et la pluie, comme s'il avait le diable aux trousses. Et le fils? Et Jean? Mort, lui aussi? Non, disparu. Car le coupable, c'est lui. La preuve est là, trempée de pluie, poussée par le vent, c'est un miracle si la lettre n'a pas disparu, car Louis Bellet avait laissé la porte ouverte dans sa fuite éperdue. La lettre est adressée à François, le fils cadet, et signée de Jean. On lit mal le début, car la pluie a détrempé certains mots. Adieu, misérable,
plus... La fin se voit mieux. J'emporte l'argent, tu auras la maison et les champs, j'embrasse ta famille, Jean. C'est l'écriture de Jean. Un expert le confirmera. Quant au mobile, nous le connaissons, son frère en ajoutera un s'il en était besoin. Jean voulait partir, il avait demandé sa part d'héritage, et la mère la lui avait refusée. Il ne reste qu'à chercher le coupable. Et on va le chercher longtemps, jusqu'en Amérique du Sud, où la famille a des cousins. On ira bien loin, sans jamais le retrouver, alors qu'il était si près. C'est une bien drôle d'histoire, vous allez voir. Mais chaque chose en son temps. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. La façon dont Jean le Cutéreux, assassin de son père et de sa mère, a disparu dans la nature est extraordinaire. À croire qu'il avait préparé sa fuite depuis longtemps. Pas une piste, pas le moindre signalement. Rien. On pense même qu'il s'est suicidé en se jetant dans une rivière quelconque. On le juge par contumace, on le condamne à la peine de mort, et au bout de 10 ans, 1911, l'affaire est classée. L'oubli s'installe d'autant plus que François le cadet, et unique héritier, ne reprit pas la terre. Il n'en voulait déjà pas avant le drame, il l'abandonna complètement après, en la revendant à bas prix aux paysans voisins. La ferme tomba en ruine, personne ne reprit l'auberge, et le temps passa jusqu'à la guerre de 14. Seul survivant d'une famille disloquée, François faisait fortune à Clermont-Ferrand dans l'épicerie. Il ne parlait jamais de son frère, cet assassin envolé, qui devait traîner ses guêtres et son remords quelque part aux Amériques. À présent, vous vous posez des tas de questions et vous cherchez la fin de l'histoire. Vous pensez peut-être que je ne vous ai pas tout dit, qu'il y a d'autres hypothèses. Par exemple, la Marie. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la Marie, la petite servante, qui proposait ses charmes sans ambiguïté? Est-ce qu'elle n'aurait pas trempé dans l'affaire d'une manière ou d'une autre? Eh bien non. Le soir du double crime, elle dormait dans sa soupente au-dessus de la grange, elle n'a rien entendu, et l'assistance publique s'est chargée de la replacer ailleurs. Ainsi vont les petites souillons orphelines. Et si c'était François le cadet, l'ambitieux, s'il était revenu un soir pour hériter à sa manière sans que personne ne s'en doute? Non plus. Il était bien chez lui avec sa femme et ses enfants, et à plus de 100 kilomètres de la ferme paternelle. Impossible. Bon, alors un rôdeur. Mais non, puisqu'il y a la lettre de Jean. Peut-être un crime de jalousie. Le mari tue sa femme, se suicide, et le pauvre Jean, découvrant le drame, s'enfuit de terreur. Ridicule. Personne n'a jamais réussi à se suicider en séparant d'un coup de hache sa propre tête de son propre corps. Non, ce qu'il faudrait, c'est retrouver Jean le Cutéreux. Lui seul peut tout expliquer. Le 17 mars 1915, 14 ans après le crime, alors que personne ne se pose plus de questions, voici venir la traditionnelle lettre anonyme. Elle arrive chez François le cadet à Clermont-Ferrand, dans son épicerie. Monsieur François, il est temps de vous le dire, votre frère Jean n'est pas coupable. Au contraire, c'est lui qui a été assassiné en premier d'un coup de couteau en plein cœur. À l'est de la ferme, il y a un étang. Si vous prenez la peine de le vider, vous le trouverez. Et s'il n'a pas été mangé par les carpes, vous trouverez sûrement la montre que l'assassin ne lui a pas pris et la pierre meulière qu'il a attachée à son cou. À bon entendeur, salut. François le cadet bondit chez le procureur, montre la lettre et déclare « Je paierai ce qu'il faut pour assécher les temps, je veux savoir si mon frère est innocent. » Il y avait la pierre, la corde, la montre, quelques ossements éparpillés dans la vase. Les chaussures étaient encore reconnaissables. Jean le Cutéreux était bien là, depuis 14 ans. C'était le 4 avril 1915, en présence de tous les paysans des environs. Le lendemain 5 avril 1915, on découvrait dans la ferme des Bellets, la plus proche voisine, 2 pendus. Louis Bellet, l'amant de Martine, celui qui avait découvert le crime en 1901, et sa femme Victorine. La veille,
Ils étaient là tous les deux curieux, comme tous les autres, de voir apparaître les restes de Jean le cutéreux. Et le lendemain, les voilà pendus tous les deux à la poutre de leur chambre. Heureusement, une troisième et dernière lettre, plus longue que les autres, va éclairer ce mystère. Moi, Louis Bellay, je déclare avoir tué Jean, Martine et son mari de la ferme Auberge. Je l'ai fait avec l'aide de ma femme et d'un valet de ferme catalan, Franco Sparnero. C'est lui qui a jeté le cadavre de Jean dans l'étang pour qu'on le croie coupable. C'est ma femme Victorine qui a eu l'idée et qui a écrit la lettre. Elle a imité l'écriture et elle a dit de la laisser sous la pluie pour que les gendarmes lisent moins bien ce qui était écrit. Alors on a attendu qu'il pleuve. J'ai été obligé de les tuer à cause de ma femme Victorine. Elle se plaignait d'être seule à la maison pendant que j'allais à l'auberge. Elle m'a menacé de me dénoncer aux gendarmes pour la contrebande si je ne tuais pas la patronne. On en a parlé ensemble, et ensuite, elle a pensé qu'il valait mieux les tuer tous les trois. Comme ça, nous pourrions racheter la terre à François, qui la vendrait sûrement en dessous du cours pour s'en débarrasser. Tout s'est bien passé, et j'ai racheté la terre comme elle avait dit. On a payé Franco et il est retourné en Espagne. Il est mort dans une bagarre. On l'a su par sa famille à Barcelone. Victorine, ma femme, a écrit la lettre anonyme à François le mois dernier parce que nous nous sommes disputés. Elle voulait renvoyer la servante et moi je ne voulais pas. Elle ne voulait pas que je m'amuse pendant qu'elle s'ennuyait. Ma femme Victorine est mauvaise. Quand on a retrouvé les affaires de Jean hier dans l'étang, elle m'a dit « Maintenant, je n'ai plus qu'à dire que c'est toi qui l'as tué. Je le ferai peut-être un jour. Si tu veux que je me taise, faut d'abord renvoyer la servante. » Ce matin, j'ai pendu ma femme Victorine à la poutre de la grange. J'ai glissé la corde autour de son cou pendant qu'elle dormait. Maintenant, je vais me pendre aussi. J'écris pour des aveux sincères et véritables et pour que les gens me pardonnent. Signé Louis Bellay. Ah, qui aurait pu imaginer une chose pareille? La Victorine aussi sévère qu'une chanoinesse, bigote comme pas deux. La Victorine si renfrognée qui avait peur d'avoir des enfants rien qu'en regardant un homme dans les yeux. La Victorine avait tout combiné, tout décidé. Elle avait fait de son mari un assassin et de son valet un tueur à gages. Elle avait construit toute seule un feuilleton à épisodes sur 14 ans. Et pourquoi? Par jalousie? Rien n'est moins sûr. Au fond, elle détestait son mari comme tous les autres hommes. Par intérêt? Accessoirement oui, mais ce n'est pas le principal. Alors, pour quelle autre raison? Et pourquoi cette dénonciation à retardement alors qu'il ne risquait plus rien depuis longtemps? Eh bien, peut-être par ennui. Dans le fond, c'est bien possible. Si Victorine avait eu quelque chose à faire pendant les longues soirées d'hiver, elle n'aurait peut-être pas imaginé tout cela. Et si Victorine n'avait pas cultivé l'ennui à ce point, son mari n'aurait jamais peut-être trompé le sien en trompant sa femme, et rien ne serait arrivé. D'ailleurs, la lettre le dit bien, elle ne voulait pas que je m'amuse pendant qu'elle s'ennuyait. Il y a des femmes qui ont l'ennui mortel. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Audiolib présente 7 mètres carrés de Jussi Adler-Olsen, lu par Julien Châtelet, l'ultime enquête du département V.
des portes qu'on verrouille, des grilles qu'on claque, des trousseaux de clés qu'on agite, et les voix étouffées des détenus vaquant à leurs occupations matinales dans un couloir de prison. Voilà à quoi se résumait son quotidien désormais. Laissez-vous embarquer dans une intrigue captivante. 7 mètres carrés, un livre audio de Jussi Adler-Olsen, disponible en librairie et sur audiolib.fr. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté aujourd'hui l'enquête sur le meurtre en 2010 près de Chartres d'Alain Leleu, tué par sa maîtresse, Alexandra Nicolas, laquelle a été condamnée en appel à 17 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette histoire avec l'un de ses avocats, maître Antoine Fabre du barreau de Versailles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une remarque. La peine de votre cliente est alourdie de 2 ans en appel. Morale de l'histoire, c'est pas toujours une bonne idée de faire appel d'un verdict de cour d'assises, n'est-ce pas ? Eh oui, bonjour Christophe. Effectivement, c'est quelquefois une mauvaise chose de vouloir se lancer en appel, mais j'ai pas été l'avocat en appel. Moi, je ne suis l'avocat de Alexandra que en première instance. C'est-à-dire que vous lui aviez déconseillé d'y aller, elle y est allée, vous lui avez dit allez-y toute seule, quoi. Enfin, sans moi. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Alors à quoi ressemble cette femme ? Parce que c'est la limite un peu de mon exercice, ça me gêne toujours un peu, je parle de gens que je n'ai jamais vus. Est-ce que Alexandra correspond à l'idée sans doute fausse qu'on se fait d'une ancienne actrice porno devenue prostituée ? Moi, je dirais pas ça, si vous voulez. Je la rencontre lorsqu'elle est libre. Elle passe la porte de mon cabinet un jour, elle est dans la salle d'attente. Oui, parce qu'on précise, je l'ai pas expliqué, mais elle est libérée avant le procès. Et elle comparaît libre. Exactement, donc c'est assez particulier puisqu'elle vient me voir en me disant, voilà, je suis mise en examen pour un meurtre, je vais bientôt passer devant la cour d'assises de Chartres. Donc l'affaire est une affaire grave et c'est pas tous les jours qu'on a dans sa salle d'attente quelqu'un pour des faits aussi importants et qui soit libre en même temps. Alors à quoi elle ressemble ? Eh ben c'est une grande femme très distinguée qui vient d'un milieu je dirais plutôt bourgeois avec une bonne éducation, qui s'exprime très bien, qui est très intelligente. Donc pas du tout l'image qu'on aurait, je pense, les uns et les autres, d'une femme qui se serait adonnée à ce type d'activité. Alors on a un mobile qui a manifestement touché les jurés puisqu'il la condamne d'abord à 15 ans de réclusion criminelle puis 17 ans en appel, alors qu'elle encourait 30. C'est donc cette phrase qu'Alain Leleu aurait prononcée. En gros, si tu mets pas ta fille dans une école privée, elle va devenir comme toi, une actrice porno et une prostituée. Ça serait ça le détonateur du meurtre. Oui, tout à fait. J'en suis intimement persuadé. J'ai eu l'occasion de beaucoup échanger avec elle avant le procès. Et c'est une femme dont l'histoire, si vous voulez, tourne autour de sa fille. L'importance de l'enfant, de cet enfant particulièrement, puisqu'il y en a eu un avant cela, est structurant pour elle, fondamental. Son premier enfant qu'elle a perdu. Voilà, exactement. Elle quitte la province, elle monte à Paris, elle est à ce moment-là réceptionniste dans un hôtel, elle a une histoire d'amour tout à fait jolie, mignonne, avec un garçon de son âge, ils ont un enfant, et puis malheureusement, elle va connaître ce que des familles connaissent très durement, la mort subite du nourrisson. Et après, c'est une spirale terrible qui s'enchaîne pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle fait du porno, c'est à ce moment-là qu'elle se lance dans cette vie de call girl. C'est plus long que cela, mais oui, si vous voulez, ça commence par le monde de la nuit, avec ce que ça a de pernicieux, des mauvaises rencontres, des sorties, de l'argent, des espèces de possibilités qui s'offrent à vous. Alors au début, c'est des petites choses, des photos, etc., etc. Comment être sûr que cette phrase a été prononcée ? On peut pas. Non, on peut pas, puisque personne n'y était, à part elle, évidemment. Mais la logique, si vous voulez, tend à le considérer. Pourquoi ? Il aurait été facile pour elle de éventuellement expliquer que cela était une forme d'accident, puisque les médecins s'accordaient à dire que si la planche à repasser n'avait pas cédé sous son poids, peut-être que les choses se seraient passées différemment.
C'est-à-dire que il aurait pu mourir du coup de lapin, c'est ça, provoqué par la planche à repasser, après qu'elle l'a étranglé. C'est très exactement cela, Christophe. Oui, mais c'est pas sûr. Pourtant, oui, c'est pas sûr. Mais pourtant, il aurait suffi qu'elle dise cela, et à l'inverse, elle va dire non, c'est vrai, j'ai serré cette corde pendant 5 minutes. Donc elle s'auto-incrimine d'une manière très importante en disant cela. Mais j'imagine que vos confrères de la partie civile au procès laissent entendre que cette phrase, possiblement, n'a jamais été prononcée. Oui, mais quand quelqu'un s'auto-incrimine, on a tendance à considérer, si vous voulez, que son discours est assez fiable, puisque si vous ne dites pas la vérité, pourquoi vous seriez à même de vous charger d'en rajouter, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est délicat d'imaginer que quelqu'un ment alors qu'il a un discours qui va à l'encontre de ses intérêts. Ce qui est sûr, c'est que l'argument semble avoir convaincu les jurés puisqu'ils ne la condamnent qu'à 15 ans alors qu'elle encourait 30. Donc ils lui trouvent en quelque sorte des circonstances atténuantes. Elle a été légitimement blessée. Oui, parce que sinon on comprend pas. Évidemment qu'on se dit peut-être qu'il pourrait y avoir un mobile financier. Tout le monde imagine plein de choses, mais ça marche pas non plus, puisque dès lors sa vie va être beaucoup plus difficile financièrement après le meurtre. Alors pourquoi l'aurait-elle fait ? Alors si on ne retient pas la phrase qui aurait été le détonateur de l'étranglement, c'est-à-dire si tu ne mets pas ta fille dans une école privée, elle va devenir comme toi, en gros une travailleuse du sexe, il y a possiblement un motif financier, c'est-à-dire le tuer pour qu'elle hérite de la maison et qu'elle file le parfait amour avec Yves. Au passage, je n'ai pas donné le prénom de Yves, c'était il y a des années, cette histoire-là, et je pense que, vu son implication dans le meurtre, il n'est pas nécessaire de donner son nom. Ce raisonnement tient aussi le mobile financier. Moi, je n'y crois pas un instant, parce que sa situation financière se détériore terriblement après cet événement. Tout va être extrêmement compliqué pour elle. Il n'y a aucune raison, alors qu'elle est là, des subsides régulièrement, de vouloir en terminer, si vous voulez. Ça n'aurait rien changé, ce mariage. Je n'y crois pas. Mais ce mariage était bien programmé. Oui, il était programmé à terme, mais au vu des relations qu'ils avaient ensemble, il n'y a pas de raison d'imaginer que ça puisse poser véritablement un souci ou un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire et qu'il nous faut absolument clarifier. Est-ce qu'ils avaient une relation amoureuse ou pas ? Elle parle d'une relation père-fille. On a du mal à le croire. Eh bien oui, c'est ça qui est des fois compliqué dans les histoires. Il faut aller au-delà de l'évidence, hein. Et c'est justement parce que cette histoire existe de cette façon-là que malheureusement le drame se noue de cette façon-là, justement. Parce qu'on nous dit que c'est un homme à femme. Donc un homme à femme qui cohabite des week-ends entiers avec une femme à laquelle il ne touche pas, pardon, mais quel drôle de bonhomme. Ben oui, exactement. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être étonnant, mais elle sera extrêmement déterminée pour expliquer justement cela, et on ne peut pas le comprendre si justement cette histoire ne s'est pas structurée de cette façon-là. Elle me dira, j'ai toujours fait en sorte que ma vie de travailleuse du sexe et ma fille soient des choses hermétiques. Si donc j'ai laissé cet homme connaître ma fille, c'est évidemment parce que nous n'avions pas d'autre relation qu'une relation père-fille. Mais enfin quand même, quand il partait en déplacement professionnel, il ne prenait qu'une piole. Vous voulez dire qu'il dormait sagement côte à côte Et quand il vient à Champfol, ils dorment dans la même chambre. Ah oui. Et donc on est obligé de croire à cette histoire. Je vous avoue que j'ai énormément de mal. Ah, mais vous savez, ce sera d'ailleurs un axe de défense qui sera compliqué parce qu'elle y tient, et que ce serait plus simple de dire à tout le monde ce que tout le monde pense être l'évidence, si vous voulez. Mais ce sera justement le mandat qui est le mien, c'est-à-dire, et je vais, si vous voulez, la suivre parce que tout cela se construit justement pour les raisons qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'elle est heurtée à cause de cette relation particulière. Et lui, il a une raison
d'entretenir comme ça lui coûte très cher. La maison 240, les virements, la voiture, les voyages, etc. Lui, il a une raison d'entretenir cette femme avec laquelle il n'a pas de relation amoureuse. Je pense, oui. Alors pour plusieurs raisons, encore une fois. Bon, c'est beaucoup d'argent et en même temps, l'argent, c'est toujours relatif aux moyens qu'on a. Hein. Il était riche. C'est un homme, il était très riche. Et Champfol, c'est pas non plus Hollywood. Oui. La maison, vous voulez dire? Oui, la maison, c'est une vie très simple qu'elle a. Et puis, il n'a pas le droit de boire quand il vient là. Et voilà, donc c'est plus... Donc c'est une cure, c'est une cure de sevrage alcoolique. Non, c'est plus complexe que cela. C'est un endroit où il a ses charentaises, elle fait un bœuf bourguignon, la petite fille joue dans le salon. Il est loin d'un monde où, quelquefois, il fait des choses peut-être un petit peu plus extravagantes. Justement, par égard, j'ai envie de dire, pour sa famille, puisque tout de même c'est lui la victime, et qu'a priori, il n'a pas mérité ça, on peut quand même dire deux mots sur lui. Sacré bonhomme, quand même, qui a eu une sacrée carrière, parti de rien. Ah oui, non, mais c'est un homme tout à fait admirable, avec évidemment quelques défauts, mais c'est quand même un homme avec un très grand cœur, une force de travail. Elle est extrêmement attachée à lui. Elle aura de terribles regrets pour son geste. Hein. Alors, il y a quelque chose, moi, dans cette histoire auquel je n'arrive pas à me plier, c'est l'histoire du voyant. Je ne crois pas aux voyants et aux cartomanciens ni cartomanciennes. Vous y croyez? Écoutez, il y a peut-être des choses quelquefois qui nous échappent. J'ai pas d'avis tranché sur la question. Bon, n'empêche qu'il dit vrai, c'est ça qui est troublant. Et voilà, c'est pour ça qu'il est compliqué d'avoir un avis tranché sur la question. C'est évoqué au procès, ça, le rôle du voyant. On le fait pas venir à la barre, rassurez-moi. Non. Non, c'est quelque chose qui va totalement être transparent au niveau judiciaire. Finalement, ils se sont mariés avec Yves. Elle l'a épousé. Eh oui. Ouais. Et ils auront un enfant. Ouais. Donc c'est une histoire. Et puis c'est un homme extrêmement sympathique. Hein. Il accourt quand elle l'appelle. Voilà, il fait ça pour de très belles raisons. C'est vraiment par amour. Elle est sortie de prison, bien sûr. Oui, elle est sortie de prison. C'est une femme qui se reconstruit doucement. Ah bah peut-être qu'elle a pris le nom de son mari et que donc on ne pourra pas la reconnaître parce qu'il n'y a pas de raison 15 ans après qu'on puisse reconnaître cette femme et qu'on ne lui permette pas de tourner la page. Je vous remercie infiniment, Maître Fabre. Merci Christophe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Audiolib présente 7 mètres carrés de Jussi Adler-Olsen, lu par Julien Châtelet. L'ultime enquête du département V. Des portes qu'on verrouille, des grilles qu'on claque, des trousseaux de clés qu'on agite, et les voix étouffées des détenus, vacants à leurs occupations matinales, dans un couloir de prison. Voilà à quoi se résumait son quotidien désormais. Laissez-vous embarquer dans une intrigue captivante. 7 mètres carrés, un livre audio de Jussi Adler-Olsen, disponible en librairie et sur audiolib.fr. Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. C'est une histoire très étonnante que je vais vous raconter. Un meurtre peu banal, commis pour des raisons peu banales. La victime s'appelle Alain Leleu. Il a été tué en février 2010 à Champfol, près de Chartres. Et a priori, on l'a tué pour une phrase. Rien que pour une phrase. Je débrieferai cette histoire avec Maître Antoine Fabre du barreau de Versailles, qui est avocat de la défense dans ce dossier. Interview à écouter dans un autre podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Pachinski. Europe 1. Christophe Ondelat. Cette histoire commence dans une ambiance piste aux étoiles. C'est quoi la piste aux étoiles, on note? C'est une émission de télé qui était consacrée au cirque. Ça date des années 60, en noir et blanc. Tu peux pas connaître. Il y a que les vieux schnocks comme moi qui savent. Ah d'accord. Merci pour l'info. De rien, gamin.
Donc, disais-je, ambiance, piste aux étoiles. Mesdames et messieurs, je vous présente Alain Leleu. Alain qui, bien que ne venant pas d'une grande famille circassienne, genre Zavata ou Bouglione, est arrivé, ma foi, à se faire une jolie place dans le monde du cirque en France. Il parcourt l'Europe pour sélectionner les meilleurs numéros. Il monte des spectacles, il organise des festivals, tout va bien. L'année dernière, sa société Music Art Show a signé un joli chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Malheureusement, c'est là que s'arrête la belle histoire. Nous sommes le lundi 8 février 2010. Ce matin, Alain Leleu devrait être à son bureau, au château de Monchy-Humières, dans l'Oise. Et il n'y est pas. Et il n'a pas prévenu sa secrétaire. Et elle commence à s'inquiéter. Elle tente de l'appeler sur ses 2 portables. Messagerie Orange, bonjour. À chaque fois, elle tombe sur sa messagerie. Alors inquiète, elle décide d'appeler sa femme, qui vit en Haute-Savoie. Il ne m'a absolument pas prévenu qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Ça me soucie un peu. Vous savez où il peut être? Absolument pas. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Normalement, il m'appelle à peu près tous les jours, mais il ne m'a pas appelé. Soyons francs, la secrétaire n'est qu'à moitié surprise. Son patron et sa femme ont pris, comme qui dirait, de la distance. Ils ne se voient pas, ou très rarement. Et par ailleurs, elle sait très bien qu'il n'a pas passé le week-end avec elle. Il était chez sa maîtresse, à Champfol, près de Chartres. Mais bon, c'est sa femme tout de même. Si quelqu'un doit prévenir la police de la disparition d'Alain, c'est elle. Ce qu'elle fait. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. La première chose que font les policiers, c'est de se rencarder sur la maîtresse. Logique. Alors, voilà ce que j'ai pu trouver sur elle. Elle s'appelle Alexandra Nicolas. Elle est, comme on pouvait s'en douter, plus jeune que lui, 37 ans, lui en a 60 ou 61. Elle habite un pavillon à Champfol près de Chartres avec sa petite fille qui a 10 ans. Alors je me suis renseigné, hein. La maison est pas à elle, elle est à lui. Et donc, c'est là qu'il a l'habitude de passer tous les week-ends. Eh bien, allons la voir. C'est Alexandra. Alain? Disparu? Je comprends pas. Il a bien passé le week-end avec vous? Oui, effectivement. Et il est reparti comme d'habitude, le dimanche après-midi, vers 15h. Et puis, il vous a appelé? Vous l'avez eu au téléphone? Non. Vous nous confirmez, madame, que vous avez une relation avec lui? Relation? Je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Relation amoureuse? Ah non, pas du tout, on est juste très amis. Je dirais même que je le considère comme une sorte de père, vous voyez? Mais ça n'est jamais allé au-delà. Vous l'avez connu comment? Eh bien, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. J'étais son assistant. D'accord. Eh bien, merci, madame. Si vous apprenez quoi que ce soit qui nous permette de le retrouver, appelez-nous. Je vous en prie. Entendu. À partir de là, les policiers se lancent dans du classique. Bon, ces 2 téléphones ont cessé d'émettre le dimanche après-midi. Aucun mouvement depuis sur ses comptes bancaires. Son badge d'autoroute n'a pas servi depuis non plus. Mais j'ai quand même une piste intéressante. Sa voiture, c'est un gros 4x4. C'est une Audi Q7. Et elle est équipée d'un traceur GPS. Eh oui, nos voitures nous espionnent autant que nos téléphones. D'après le GPS, quand Alain Leleu a quitté Alexandra, le dimanche après-midi, il est allé tout droit jusqu'à Orléans, un trajet d'un peu plus de 80 km. Et depuis, le Q7 borne dans le centre-ville d'Orléans, pas loin de la gare. Les policiers retrouvent la voiture bien garée sur un parking. Pas la moindre trace d'effraction.
Pendant 3 jours, il décide de se mettre en plan sur le parking. Mais personne ne s'approche de la voiture. Alors le procureur décide de passer à l'étape suivante. Vous saisissez le véhicule et vous le confiez à la scientifique. Et donc les policiers embarquent l'Audi Q7, et quand ils ouvrent le coffre, il est là, Alain Leleu, dans le coffre, mort, replié en chien de fusil, recouvert d'un drap rose. Le corps est assez bien conservé, bien qu'on soit 3 semaines après sa disparition. Les températures hivernales ont permis qu'il ne soit pas trop dégradé. Direction la table en inox du médecin légiste. Ce monsieur est décédé d'une asphyxie mécanique avec compression du larynx. Autrement dit, il a été étranglé. Autre chose, docteur? Oui. Regardez ici les griffures à l'arrière des 2 mollets. Cela signifie sans doute que le cadavre a été déplacé en le traînant. Ce qui n'a pas dû être facile, puisque le monsieur pesait 110 kilos. À partir de là, il faut fouiller dans la vie d'Alain Leleu. Y a-t-il dans son histoire la trace d'un mobile, et dans son entourage l'ombre d'un étrangleur? La vie d'Alain Leleu, c'est l'histoire d'une ambition, d'une volonté farouche de réussir. Rien, au départ, ne le prédestinait à la brillante carrière de businessman qu'il a menée par la suite. À 15 ans, Alain est musicien. Il joue du saxophone, plutôt bien, puisqu'il décroche un 2e prix au conservatoire. Et à côté de ça, il joue dans un orchestre de bal. Il est jeune, ça lui fait 3 sous, mais 3 sous seulement, et ça ne lui suffit pas. Alors à 24 ans, il devient banquier, enfin, sous-directeur d'une agence bancaire du Val d'Oise. C'est sûr que c'était plus stable que le métier de saxophoniste, hein. Mais pour autant, il avait gardé ce goût pour le spectacle. À Noël, par exemple. Il s'est mis à organiser le spectacle de fin d'année du comité d'entreprise de la banque. Il a toujours aimé ça, Alain, le spectacle. Et c'est pas parce qu'il était devenu banquier qu'il y avait renoncé. Du coup, il finit par se faire débaucher par l'agence qui organise les spectacles de son comité d'entreprise, et il en devient le directeur. Et il se met à organiser des spectacles clés en main pour les entreprises dans toute la France. Et puis de fil en aiguille, il intègre le festival du cirque de Massy et se met à sillonner les pays de l'Est pour trouver des acrobates, des magiciens, des dresseurs de lions et des clowns. Et le cirque devient le cœur de son métier. Ce qui n'était pas gagné, parce qu'il s'appelle Leleu, pas Bouglione. Est-ce qu'il ne se glisse pas là le mobile de son meurtre, dans cette rivalité avec les vieilles familles du cirque français? C'est sûr que sa réussite plaisait pas à tout le monde, hein, et que son comportement dans le milieu du cirque pouvait choquer certains. Par exemple, quand un de ses concurrents est mort, il s'est empressé de signer des contrats avec tous les artistes qui étaient dans son écurie. Qu'est-ce qui a attiré de tout ça? Eh bien que peut-être sa réussite agacée dans son milieu. Peut-être. Même si les policiers n'ont rien trouvé de précis. C'est une piste à ne pas négliger, mais pour l'instant, elle ne débouche sur rien. Un appel à témoins est lancé dans la presse locale. Et un homme, un drôle de bonhomme, débarque à la brigade criminelle. Voilà, je m'appelle Rémi Santurenne, et je suis cartomancien. Je suis voyant, si vous voulez. Et j'ai des révélations importantes à vous faire. Un voyant. Oh, c'est un grand classique. Si vous saviez le nombre d'enquêtes que les voyants viennent parasiter. La plupart du temps, les enquêteurs les envoient bouler, mais parfois, surtout quand ils sont un peu paumés, ils les écoutent. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Suite à l'appel à témoins que vous avez diffusé, j'ai eu un flash.
J'ai eu une vision. Des images mentales me sont apparues. Ah bon? Et il y avait quoi sur ces images mentales? Eh bien, Alain Leleu était en train de se battre avec une femme. Et c'est une femme qui l'a tué. On est d'accord que tu crois pas à ce genre de sornette? On est d'accord. Sauf que là, tu vas voir, c'est troublant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est troublant, mais j'y crois pas, hein, mais quand même, enfin... Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Audiolib présente 7 mètres carrés de Jussi Adler-Olsen, lu par Julien Châtelet. L'ultime enquête du département V. Des portes qu'on verrouille, des grilles qu'on claque, des trousseaux de clés qu'on agite, et les voix étouffées des détenus vaquant à leurs occupations matinales dans un couloir de prison. Voilà à quoi se résumait son quotidien désormais. Laissez-vous embarquer dans une intrigue captivante. 7 mètres carrés, un livre audio de Jussi Adler-Olsen, disponible en librairie et sur audiolib.fr. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. Et c'est maintenant que ça devient troublant, quand il ajoute ce détail. Vous devez savoir que selon mes visions, le corps a été déplacé. Hein, Monsieur Leleu n'a pas été tué là où on a trouvé son corps, à Orléans. Le corps a été déplacé. C'est exactement ce qu'avait conclu, vous vous en souvenez, le médecin légiste. Et sa personne n'est au courant. Ça n'est jamais sorti dans la presse. Il ne pouvait pas savoir. Et donc, conclusion de cet épisode étrange, eh bien, si on s'intéressait aux femmes qui gravitaient dans l'entourage d'Alain, d'autant que d'après ses amis, c'était un homme à femme. Alors, voyons quelle trace il y a de sa passion des femmes dans son ordinateur. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Le type se connectait régulièrement à des sites d'escort girl, des prostituées autrement dit. Et alors il y en a une certaine Marie-Ève, avec laquelle il était très souvent en contact. Et alors regarde les photos, et pas mal la gonzesse. Mate celle-là. Là. Tu dis qu'elle s'appelle Marie-Ève? Mais bougre de con, tu la reconnais pas? Cette Marie-Ève, là, c'est Alexandra Nicolas. C'est la fille dont on pensait qu'elle était sa maîtresse et qui nous a dit qu'elle était juste son amie et qu'elle le considérait comme son père. Elle nous a bien roulé dans la farine, celle-là, une amie. Tu parles? Alexandra Nicolas a donc menti aux policiers. Sa relation avec Alain Leleu n'était pas platonique. Elle couchait bien avec lui. Mieux que ça, elle se faisait payer pour coucher avec lui. Et pourquoi diable a-t-elle menti si ce n'est pour cacher quelque chose aux policiers? Et ce mensonge est d'autant plus troublant que c'est avec elle qu'il a passé son dernier week-end. Avec elle. Bon, j'ai du nouveau sur la fille, hein. Figure-toi qu'elle a joué dans des films porno à la fin des années 90. 3 films au total. Je les ai regardés, bien entendu, pour de strictes raisons professionnelles. Bon, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein. Le premier s'appelle Profession gynécologue, le deuxième Profession plombier, et le troisième s'appelle Le Clochard. Bref, Alexandra Nicolas ressemble de moins en moins à l'image qu'elle a tenté de donner d'elle au début de l'enquête. C'était comme mon papa, qu'elle disait. On n'était rien qu'amis, rien de plus. Tu parles? Elle l'accompagnait dans tous ses déplacements professionnels, et il ne réservait qu'une seule chambre d'hôtel. Et il était sacrément généreux avec elle. À Noël dernier, par exemple, il a viré 40 000 € sur son compte. Et puis il y a cette maison qui lui prêtait, sans jamais lui faire payer de loyer. Voici la Miss en garde à vue. Vous nous confirmez, madame, que vous avez été actrice dans des films X? Actrice? N'exagérons pas. Disons que j'avais besoin d'argent et que oui, j'ai tourné dans 3 films, mais pas plus.
Et ça n'a pas duré plus de 3 mois. Et tout ça, c'est du passé. Et votre activité d'escort girl, alors? C'est du passé aussi? Non. Ça, je le reconnais, je continue. C'est comme ça que vous avez rencontré Monsieur Leleu? Oui. C'était quand? C'était il y a 8 ans, en 2002. Mais je tiens à préciser qu'Alain n'était pas un client comme les autres. Pourquoi alors est-ce que vous nous avez menti en nous disant qu'il était comme votre père? Eh bien parce que c'est vrai. Il n'avait pas la même place que les autres. Par exemple, il m'invitait au restaurant. Et puis il s'occupait beaucoup de ma petite fille. Et puis on avait des discussions très profondes tous les deux. Je lui parlais beaucoup. Et il m'écoutait. C'était quelqu'un de très attentif. C'était un gentleman. C'était très fort entre nous. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé d'être son assistant. D'accord. Sauf qu'elle n'a jamais été salariée dans l'entreprise d'Alain Leleu. Elle reconnaît aussi qu'il était très généreux avec elle, et que c'est pour elle, et pour sa fille, qu'il a acheté le pavillon de Champfol, que par ailleurs, elle a choisi elle-même. Et pour ça, il a déboursé 240 000 €. Et il lui a aussi acheté une voiture. Et il lui payait des vacances. Et on l'a vu, il lui faisait aussi des virements réguliers. Elle dit que tout ça, c'était une contrepartie de son travail au sein de l'entreprise. Les policiers l'interrogent aussi sur le meurtre d'Alain. Elle jure qu'elle n'y est pour rien. Et donc après 3 heures d'interrogatoire, la garde à vue est levée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne reste pas suspecte. D'autant que les policiers viennent de découvrir 2 ou 3 choses intéressantes. Bon, j'ai obtenu une copie du testament de Leleu. Figure-toi que c'est elle qui hérite de la maison de Champfol. On est d'accord que ça nous fait un mobile. Je le tue pour hériter. Autre chose, on l'a placé sur écoute. Et on a repéré un certain Yves. Elle l'appelle tous les jours. Il est informaticien en Seine-Saint-Denis. Et a priori, vu ce qui se raconte au téléphone, ils sont amants. Je dirais même qu'ils sont plus qu'amants. Figurez-vous qu'ils parlent de mariage. Elle allait se marier avec quelqu'un d'autre. Ah ben oui. La date du mariage était même fixée au 3 juillet prochain. La cérémonie devait avoir lieu au Lavandou, dans le Var. Vous voyez ce qui se dessine? Elle le tue pour hériter de la maison et épouser tranquillement son nouveau chéri. Et j'ajoute que d'après l'entourage d'Alain Leleu, il y avait urgence, car leur relation était en train de se dégrader. Et du coup, fallait pas traîner avant qu'il ne la raye de son testament. Reste un problème à régler. Alain Leleu, je vous l'ai dit, pesait 110 kilos. Alexandra, si c'est elle qui l'a étranglé, n'a pas pu traîner seule le cadavre jusqu'à la voiture. Quelqu'un l'a forcément aidé. Forcément. Une idée? Réfléchissez. Yves, celui avec lequel elle était sur le point de se marier. Le soir du meurtre, le samedi soir. Elle l'a appelé sur son portable à 20h32. Ce soir-là, il était au ski, loin, dans les Alpes, avec des amis. La conversation a été très courte parce que, manifestement, il n'avait plus de batterie. Mais lui l'a rappelé depuis le portable d'une copine. Cette amie, les policiers décident d'aller la voir. Oui, effectivement, le samedi soir, Yves m'a demandé de lui prêter son portable parce que il avait plus de batterie. Et vous savez qui l'a appelé? Oui, bien sûr. Alexandra, son amie avec laquelle il prévoyait de se marier au mois de juillet. Vous savez ce qu'ils se sont dit? Ah non, pas du tout. En revanche, quand il est revenu s'asseoir à table, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était livide. Il avait l'air complètement déstabilisé. Et il nous a dit qu'il pouvait pas rester au ski avec nous et qu'il devait rentrer tout de suite à Chartres. Et il vous a donné une raison à ce retour prématuré? Il nous a parlé d'un problème avec Alexandra, mais pas plus. Le bornage téléphonique d'Yves
indique que dans la nuit du 6 au 7 février, il a roulé d'une traite jusqu'à Champfol. 7 heures de route, en pleine nuit. Pourquoi ? Eh bien peut-être pour aider Alexandra à charger le cadavre d'Alain Leleu dans l'Audi Q7. Retour d'Alexandra Nicolas en garde à vue. Bien, je vous informe, Madame Nicolas, que votre futur mari, Yves, a été lui aussi arrêté et placé en garde à vue. Ah bon ? D'accord. Vous ne nous aviez pas dit, madame, que vous alliez vous marier au mois de juillet prochain ? Non, je ne l'ai pas jugé utile. Je ne voyais pas le rapport que ça pouvait avoir avec la mort d'Alain. Il le savait, ça, Alain Leleu, que vous alliez vous marier ? Oui, bien sûr, il le savait. Ça lui posait aucun problème. Et d'ailleurs, il connaissait Yves. Ils s'entendaient très bien. Madame, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'avenir de votre fille, qui a 10 ans, 11 ans, je crois, dépend largement de ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Hein ? Je peux réfléchir ? Bien sûr, madame. On va vous ramener en cellule et vous aurez tout le temps de réfléchir. Vous nous ferez savoir quand vous êtes prête. D'accord. À 3 heures du matin, après avoir réfléchi de longues heures, Alexandra Nicolas demande à être réentendue. Bien. Donc vous avez réfléchi ? Oui. Alors je vous laisse raconter ce qui s'est passé le soir du 7 février. Je vous écoute. Ce week-end-là, le samedi, Alain a été odieux. D'accord ? Sur quel sujet ? Eh bien, sur l'éducation de ma fille. Il voulait que je la mette dans un collège privé. Il disait que sinon, elle allait mal finir. Et moi, je voulais pas. Je voulais qu'elle reste dans le public. Et là, il m'a dit, elle va finir comme toi. Elle va tomber dans des films porno. Et elle va se prostituer. Et ça, j'ai pas supporté. Et là, elle raconte qu'elle était en train de repasser, qu'Alain était devant elle, de dos, assis sur le canapé, qu'elle a attrapé une ceinture sur le tas de linge, qu'elle la lui a passée autour du cou, et qu'elle s'est mise à serrer, longtemps. D'après le légiste, il faut serrer au moins 5 minutes, voire 10 minutes, pour étrangler quelqu'un. Et j'ai relâché quand j'ai senti que j'avais des fourmis dans mes doigts. J'étais dans un état second. Et j'ai réalisé que je l'avais tué. Je suis resté 3 heures, complètement prostré, dans la cuisine. Et puis j'ai fini par appeler Yves, qui était au ski. Je lui ai dit ce que j'avais fait. Et il m'a dit, touche à rien, j'arrive. Et c'est donc Yves qui l'a aidé à charger le cadavre d'Alain Leleu dans la voiture. Ils ont roulé jusqu'à Orléans, à 2 voitures. Et ils sont allés garer l'Audi sur un parking pas loin de la gare. Voilà. Alexandra Nicolas est mise en examen pour homicide volontaire, autrement dit pour meurtre, et écrouée à la maison d'arrêt d'Orléans. Yves, lui, est mis en examen pour recel de cadavre et placé sous contrôle judiciaire. Leur procès s'ouvre en février 2014 devant la cour d'assises de Chartres. D'un bout à l'autre, Alexandra Nicolas maintient ce qu'elle a dit au cours de ses aveux. Je voulais pas le tuer. J'ai juste pas supporté ce qu'il a dit à ma fille. Que si je la mettais pas dans une école privée, elle allait devenir comme moi. Une actrice porno. Et une prostituée. Je voulais juste le faire taire. Je réalisais pas ce que je faisais. Et tout au long du procès, elle maintient ce qu'elle a dit depuis le premier jour et qu'on a
quand même du mal à croire. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec Alain Leleu. Ma fille et moi, on était juste pour lui une seconde famille. J'étais un peu comme sa fille d'adoption. À la fin, l'avocate générale requiert 18 ans de réclusion criminelle contre elle. Les jurés la condamnent finalement à 15 ans, ce qui n'est pas si mal, puisqu'elle en a encouré 30. Yves, lui, écope de 2 ans de prison. Ils font tous les deux appel, et ils sont donc rejugés à Versailles, en 2015. En appel, elle prend 2 ans de plus, 17 ans de réclusion criminelle. Et lui voit sa peine de 2 ans confirmée. Dans les années qui suivent, la maison de Champhol où Alain Leleu avait installé sa maîtresse reste vide. Elle est pillée, et puis régulièrement squattée le week-end et le soir. Jusqu'au 7 octobre 2017, 7 ans après le meurtre d'Alain Leleu. Ce soir-là, un voisin appelle les pompiers. La maison est en flammes. Elle est ravagée par un incendie, d'origine criminelle, dira la police, sans que personne n'ait été arrêté depuis. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.